De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie d'Alexis Mohamed, chargé de mission auprès du président de la République de Djibouti. Nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Jean-François Akanji-Kombe. Sans plus tarder, le grand angle. Et le FMI vient de boucler une mission à Djibouti. Djibouti qui ambitionne d'accéder au statut de pays à revenus intermédiaires d'ici à 2035. Pour y parvenir, le gouvernement veut faire de ce pays un véritable hub logistique et de services pour la région d'Afrique de l'Est. Et dans cette perspective, de nombreux investissements dans les infrastructures ont été réalisés, mais les défis restent encore nombreux. Et Christine Lagarde, d'ailleurs, la directrice générale du Fonds monétaire international, n'a pas manqué de le rappeler. Alexis Mohamed, alors des grands investissements ont été réalisés, je viens tout de suite de le dire. Alors c'est une dimension, voilà, ça a une dimension extrêmement importante, bien évidemment. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas une politique de plus grande envergure pour finalement pouvoir atteindre ce statut de revenu intermédiaire d'ici 2035? Écoutez, je pense qu'il faut d'abord, à mon avis, voir un peu l'historique de la République de Djibouti, qui revient de loin, si j'ose dire. C'est un mot que j'aime bien répéter. En 1977, on nous a concédé ce que j'ai toujours appelé un rocher nu. Djibouti n'a pas, jusqu'à aujourd'hui encore, n'exploite pas de ressources naturelles. Et effectivement, depuis 1999, il y a une ambition du chef de l'État pour la République de Djibouti et pour les Djiboutiens. Vous parliez à l'instant de grandes ambitions et des revenus intermédiaires. Je pense qu'il a fallu d'abord un temps de réflexion parce qu'il était extrêmement difficile, si on remonte les temps, il y a à peu près 15 ans ou un peu plus, pour pouvoir, comment dirais-je, arriver à convaincre de partenaires de venir investir et de prendre les risques également. Je parle de partenaires financiers, à prendre le risque également d'investir, ce qui n'a pas été le cas. Aujourd'hui, le monde est ce qu'il est, il y a la mondialisation, il y a également des autres ouvertures. Les chefs de l'État ont eu ce courage de décider, de faire les choix également politiques, d'aller chercher ou de travailler avec des autres partenaires. La chose a été faite, il y a eu tout ce qui a été accompli et vous le savez très très bien. Mais je pense qu'avec un taux de croissance également, puisque très souvent on en parle de 6,8, si ma mémoire est bonne. Il est attendu également une croissance de 7 et quelques, si je ne m'abuse. Mais néanmoins, cette ambition du chef de l'État qui permet cette croissance-là ne peut pas, dans l'immédiat, ne peut pas être en tout cas inclusive dans l'état actuel, puisqu'il faut attendre. C'est vraiment des emprunts extrêmement colossaux. Il faut peut-être laisser à Djibouti les temps de se remettre sur pied, le temps également de consolider tout cela, parce que tout ce que nous construisons aujourd'hui, ça bénéficiera aux générations futures. Mais est-ce que cela ne peut pas s'accompagner d'ores et déjà de réformes plus vigoureuses pour améliorer le contexte macroéconomique et favoriser ces investissements? Il y a beaucoup de choses qui sont faites, notamment pour encourager la création de richesses, que ce soit dans les cadres d'entrepreneuriat, que ce soit également dans les cadres du filet sociaux, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont entreprises. Il y a eu également très récemment l'ouverture du guichet unique actuellement pour encourager davantage cela. Il y a beaucoup de réformes dans ce sens-là. Mais néanmoins, je pense que dans les cas des investissements, c'est comme une femme enceinte. Elle met 9 mois avant d'accoucher. Je pense qu'il faut également permettre à Djibouti, pour que vraiment le Djiboutien puisse bénéficier de cette croissance-là, il faut quand même un temps pour cela. Mais aujourd'hui, la chose est quand même inclusive. Vous ne pouvez pas. Il y a eu beaucoup de filets sociaux, il y a eu beaucoup de réformes qui ont... Oui, on parle quand même de 40% de taux de chômage dans votre pays. On parle quand même de 23% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est quand même beaucoup. Excusez-moi de vous contredire. Ce qui est vraiment incroyable est vraiment particulier chez tous les journalistes, c'est qu'à chaque fois où il s'agit justement de ce que moi j'appelle l'inactivité sociale, d'en faire une particularité pour ce qui concerne les continents africains. Vous savez aujourd'hui... Là, on parle de Djibouti, donc on ne va pas parler de l'Allemagne et d'autres pays, on parle quand même de votre pays. Ce qui est incroyable, c'est que ça chagrine davantage quand il s'agit justement de l'Afrique, alors de pays extrêmement développés ou industrialisés subissent
les mêmes difficultés. Alors, si on parlait d'un autre pays occidental, je poserais exactement la même question. Mais là, on parle de Djibouti, je ne vais pas lister... Je n'ai pas dit le contraire, mais permettez-moi... Je vous laisse poursuivre. Vous me posez une question, je vais vous répondre. Non, c'est juste pour dire qu'il faut tout simplement éviter, effectivement, éviter juste d'en faire une particularité à chaque fois. Je ne parle pas que pour Djibouti, hein, je parle pour le continent africain, qui a beaucoup d'efforts à faire. Je ne dis pas que tout est parfait. À Djibouti, nous avons encore beaucoup de choses à accomplir. Nous avons également beaucoup d'efforts à faire, d'où la raison pour laquelle, d'emblée, je vous disais qu'il faut reprendre l'historique de Djibouti pour contextualiser certaines choses. Donc, Djibouti, qui n'avait absolument rien depuis 1999, a évolué, a développé. Cette ambition du chef de l'État, elle est là. Des choix ont été entrepris. Donc, je pense qu'il faut quand même attendre que les choses se résorbent par elles-mêmes au vu des investissements qui viennent d'être faits. Mais ce n'est pas pour autant que la population ou les populations sont négligées. Alors, Jean-François, on parle quand même d'une croissance qui tourne en moyenne autour des 6% et plus même depuis les années 2010. Alors, comment se fait-il qu'elle n'arrive toujours pas à être plus inclusive ? Comment cela se fait-il? D'abord, je parle de cette croissance qui est une bonne nouvelle pour Djibouti, quand même, pour le pays. Et j'ai entendu ce qu'a dit notre invité tout à l'heure et qui, là aussi, me semble vertueux. Quand on dirige un État, il faut avoir une vision, une ambition. Les deux sont réunis pour Djibouti, pour essayer de positionner le pays dans un état stratégique, dans la région, dans le commerce mondial. Et tout cela me semble bien. Cela étant, cette croissance, comme vous le dites, cette croissance qui est intéressante, qui est une bonne nouvelle globalement pour le pays, elle profite quand même à des Djiboutiens. Le problème est qu'elle ne profite pas à tous les Djiboutiens de la même manière. Vous avez évoqué tout à l'heure la question des filets sociaux, vous avez posé la question du chômage. Bon, n'en faisons pas un tropisme africain, mais on ne peut pas regarder le chômage sur notre continent comme pouvant être neutre dès lors qu'il y a du chômage sur les autres continents, parce que c'est une partie de l'avenir de l'Afrique qui est obérée, c'est la jeunesse, qui est d'abord les premiers, qui est touché en premier quand il y a du chômage. Et donc on ne peut que souhaiter qu'il y ait une plus juste répartition, ne serait-ce que la répartition des fruits de la croissance qui existe aujourd'hui, parce que c'est reparti. Ça ne va pas, tout ne va pas dans un réinvestissement dans l'avenir. Il y a une répartition et que d'autres activités puissent être promues. Je crois qu'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là. Ils mériteraient d'être accélérés parce que je crois que les filets sociaux que vous avez évoqués tout à l'heure, sont un instrument de transition intéressant pour permettre un rebond ensuite, mais un rebond à partir de la capacité entrepreneuriale et contributive des citoyens. Et il faut œuvrer en ce sens-là. Vous avez évoqué le guichet unique, je crois que c'est un bon moyen, mais ce n'est pas le seul. Oui, je ne peux pas vous dire pourquoi c'est comme ça, mais au moins on peut dire ce qu'on pourrait souhaiter que ce soit. Jean-Marie Bitomo. Vous parlez de croissance tout à l'heure, Zara. Pour que vous ayez la croissance dans une économie, il faut déjà que vous ayez des ressorts. Ça se construit. Une croissance économique se construit. Donc, si vous avez un État comme Djibouti, qui aujourd'hui est dans les taux de croissance de 7%, en moyenne, c'est-à-dire ces dernières années, ça voudrait dire qu'il y a des réformes qui ont été mises en place. Ces réformes qui sont mises en place là ne concernent pas uniquement la population. Vous avez deux aspects. Vous avez l'aspect éducationnel. Tout à l'heure, là, vous avez le chargé de mission de la présidence qui nous a parlé, c'est-à-dire quand nous faisons des comparaisons, faisons attention. Djibouti part d'où? Si vous prenez Djibouti, vous mettez Djibouti à côté des autres États africains qui sont indépendants depuis les années 60. Donc, quand on fait des comparaisons, sinon, on ne peut pas faire des comparaisons en se disant toute chose égale par ailleurs. Vous ne pouvez pas prendre Djibouti et nous dire que toute chose égale par ailleurs. Voilà un État qui est indépendant depuis 1977. Vous me parlez de taux de croissance, le taux de chômage de 40%. On le rencontre dans d'autres États. Sauf que c'est pas pour ça qu'on ne doit pas en parler pour Djibouti. Non, je ne dis pas qu'on ne doit pas en parler, Zara. On doit en parler, mais ça ne doit pas être, si vous voulez, un sujet. Parce que chez nous, en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Quand on parle de nos choses, on parle toujours, si vous voulez, des effets négatifs. C'est-à-dire du pôle négatif. On ne met jamais en avant le pôle positif. Alors que vous avez Djibouti qui a fait, comment dirais-je, un des investissements colossaux sur ses ports.
Alors, on en a parlé à plusieurs reprises. Oui, on en a parlé à plusieurs reprises. C'est pour cela que je voudrais aller analytiquement là-dessus. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que quand vous investissez sur le port, vous investissez, si vous voulez, sur des futurs emplois de demain en tant que tels. Vous avez Djibouti qui s'est lancé dans un endettement. Une partie? Non, pas tout. Une partie, bien sûr. Bien sûr, ça va de soi. Vous avez c'est-à-dire, c'est pratiquement un des rares pays en Afrique subsaharienne, à ma connaissance, qui vient de construire une voie ferrée qui part de Djibouti, et c'est pratiquement la première voie électrifiée en Afrique en tant que telle. Donc, quand on parle d'un pays, il faut regarder, c'est-à-dire chez nous, en Afrique, pour que nous avançons. Il est temps que nous puissions encenser, si vous voulez, les points positifs des actions que nos présidents mettent en place. Même si on est parti, parce que la plupart du temps, on fait toujours la comparaison avec les pays européens. Alors que les pays européens, c'est-à-dire ont quel âge politiquement, socialement, socialement parlant. Donc, chez nous en Afrique, quand on est en train de faire des efforts, il faut les reconnaître pour que nous allions beaucoup plus loin. Tout le monde reconnaît les efforts. Hein. On a commencé, y compris moi, j'ai commencé. Je sais, c'est pas à toi que je parle, Jean-François. On se parle mutuellement. Oui. Mais il y a cette question-là de la croissance, c'est une dimension, la qualité de la croissance est une dimension importante, oui. Même si elle ne peut être placée que comme objectif pour des lendemains meilleurs, c'est quand même intéressant. Et je voudrais signaler notamment que qui prononce ce mot croissance inclusive, c'est la directrice générale du FMI. Du FMI. On croit rêver positivement, parce que c'est la première fois que le FMI commence à se soucier dans ses propres interventions et dans ses politiques du sort des populations. Je parlais d'un léger frémissement autour de cette table à propos de la Banque mondiale sur les mêmes thématiques, mais si ça pouvait être suivi des faits, dans les politiques structurelles des institutions du système de Bretton Woods et du Fonds monétaire international à l'égard de nos pays, ce serait bien. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus, Jean-François. C'est tout à fait clair. Il faut partir de la chose suivante. C'est qu'un pays comme Djibouti part d'où? Quelle est la crédibilité internationale de Djibouti comparée, si vous voulez, à l'ensemble de l'Afrique? Moi, j'aime bien faire ce genre de comparaison-là. Par rapport à l'ensemble de l'Afrique, quelle est sa crédibilité? Quelle est la construction? C'est tout un système qu'il faut construire. Il faut construire le système politique, il faut construire le système économique, il faut construire le système social en tant que tel. Donc, ça fait énormément de choses. Moi, je vois tout simplement positivement, selon ma lecture, vous avez énormément d'investissements qui ont été faits à Djibouti pour essayer, si vous voulez, de relancer la machine, cette machine-là qui, à la limite, pourrait contribuer à faire baisser ce taux de chômage-là. Et il y a une dimension sur laquelle le président de la République, d'après les articles que j'ai lus, qui est très très intéressante, c'est la dimension éducationnelle aussi, parce que nos systèmes éducatifs, si vous voulez, ne permettent pas souvent d'avoir, même en France, ici là, on trouve ça, c'est-à-dire vous avez des emplois qui sont là, mais sur lesquels vous n'avez pas les spécialistes pour pouvoir travailler sur ces postes-là. Donc, nous avons le socle éducatif qui est un socle très très important dans lequel le président de Djibouti s'est énormément lancé, c'est-à-dire pour faire de l'éducation un des vecteurs essentiels du développement du pays. Alexis Mohamed, les défis de votre pays, c'est quoi aujourd'hui? C'est l'agriculture, quand on sait que voilà, l'agriculture ne représente qu'à peu près 4% du PIB seulement. Du tout. Le grand défi, c'est surtout l'énergie. Surtout l'énergie. Juste une petite parenthèse, on n'a pas attendu d'un partenaire ami qui est le FMI pour mettre en application des politiques inclusives. Les chefs de l'État et les gouvernements y veillent et le font tous les jours. D'ailleurs, il y a un certain nombre de réflexions qui vont dans ces sens-là. Quelles améliorations précisément? Tout à l'heure, on parlait des filets sociaux. On parle également des grands projets des constructions des logements sociaux. Et comment cela se traduit concrètement pour les populations? C'est qu'il y a l'accession justement aux logements sociaux aujourd'hui. Il y a cette véritable politique. Vous avez également, par exemple, la couverture médicale, la couverture universelle médicale, comme ici, la CMU. Et on parle de quoi En tout cas, c'est fait. Il y a les filets là qui sont là. C'est-à-dire que les Djiboutiens sont couverts? Bien sûr. Tous les Djiboutiens? Bien sûr. Tout à fait.
Tout à fait. Donc c'est une des raisons pour laquelle je disais il faut savoir un petit peu être objectif dans le machin. Je ne parle pas de vous, je parle de façon générale quand on apporte comment dirais-je, des questionnements justement sur la question de la précarité, de la pauvreté ou de l'inactivité sociale, pardon. Mais pour ce qui concerne les grands défis que vous avez évoqués aujourd'hui, c'est le défi énergétique à Djibouti. D'autant plus, nous sommes en train comment dirais-je, d'être dans le défi, par exemple, de la construction de la grande zone franche des 43 km², où là, nous attendons également des retombées économiques, mais également qui pourraient permettre de résorber, en tout cas, la question de l'employabilité, parce que 43 km², c'est extrêmement conséquent, parce que nous allons quand même promouvoir cette zone-là pour pouvoir permettre à des entreprises de venir s'installer, également travailler sur le grand défi qui est la mini-industrialisation, en tout cas dans l'immédiat. Voilà, donc je vais dire, il y a une vision, il y a une ambition, et je peux vous rassurer, je peux vous assurer également que les chefs de l'État, comme l'ensemble en tout cas du gouvernement, s'y attellent sur ces sujets-là, parce que c'est quelque chose d'extrêmement primordial. Et cette ambition, je vais dire, du chef de l'État, dans sa vision ne serait-ce, elle est déjà inclusive, même s'il y a encore des efforts à faire. Alors, je pense qu'il y a plus d'efforts à faire que ce qui a déjà été... Oui, bien sûr. Vous parlez justement de couverture universelle de santé, mais comment se fait-il quand même que, voilà, il y a quand même des Djiboutiens qui se plaignent de ne pas avoir accès à tel ou tel soin médical. Donc là, est-ce qu'on peut parler d'une véritable prise en charge? Je vous invite à venir faire un reportage sur cette question-là. Vous allez voir tous les éléments. Je pense que M. Bitomo le sait très bien. Il y a, et c'est depuis 3 ans d'ailleurs que ça existe, si je ne m'abuse, la couverture médicale universelle. Hein. Ce n'est pas de maintenant. La chose est là. Il y a une protection sociale. Il y a également, comme je disais tout à l'heure, la question de l'accès au logement, qui est un défi aujourd'hui pour Djibouti, c'est d'arriver à caser tout le monde. D'ailleurs, il y a la politique de zéro bidonville, c'est-à-dire raser l'ensemble des choses, des anciens quartiers pour pouvoir implanter de logements décents. Et ça, c'est en marche. C'est en marche. Il y a des immeubles qui sont en construction. Il y a déjà, bien sûr, il y a des immeubles qui sont en construction, pas encore en centre-ville. C'est une des raisons pour laquelle moi je parlais justement des bidonvilles qui sont constitués justement les anciens quartiers de Djibouti, le petit bicoque en bois, etc., où il y a une politique où on devra raser justement ces ensembles de quartiers-là, déplacer en attendant la population, réimplanter en tout cas de logements sociaux. Voilà, ça fait partie des ambitions du chef de l'État. Je peux vous assurer, quels que soient les échos que vous entendez, ce ne sont pas des échos. Je voulais simplement dire que de toute façon, l'émergence, c'est un ensemble de chemins qui s'ouvrent. Oui. Et dont on ne peut pas prédire la fin. D'ailleurs, il n'y a pas de fin. Il n'y a jamais de fin, d'ailleurs. C'est une dynamique permanente. On ne peut qu'évoluer, on ne peut que faire mieux, essayer de faire mieux. Et je trouve qu'il y a les pistes qui ont été ouvertes, les chantiers qui ont été ouverts sont des chantiers intéressants. La CMU, dans un pays où il n'y avait pas de dispositif de couverture santé ou de couverture d'assurance santé... Chose qui est d'ailleurs très rare en Afrique. Il faut créer les habitudes. Il y a également l'assistance alimentaire. J'ai oublié. Il faut créer, mais bon... L'assistance alimentaire, alors qu'il y a quand même des Djiboutiens qui sont dans une insécurité alimentaire. Non, il y a bien sûr. Comment vous expliquez ça? Après, il faut essayer de ne pas, il faut pas non plus tout confondre. Nous avons un ensemble des réfugiés, parce que souvent, et très souvent, il y a cette confusion-là, que beaucoup de gens confondent pour ce qui concerne l'assistance alimentaire. Il y a une assistance alimentaire pour les réfugiés que nous recevons chez eux, parce que Djibouti est avant tout un pays d'accueil. Mais nous avons également, bien évidemment, comme également la France, où il y a des gens malheureusement qui sont en précarité, ou par exemple, le secrétariat d'État à la solidarité a mis en place justement une politique d'assistance alimentaire de manière à pouvoir, vous parliez tout à l'heure de politique inclusive, voilà également une politique du chef de l'État qui permet de ne pas ignorer nos citoyens qui sont également dans la précarité ou dans la misère. Donc il y a cet engagement du chef de l'État et du membre du gouvernement. Je pense que c'est quelque chose dont il faut lui concéder, nous concéder également et concéder à l'ensemble des membres de son gouvernement. Voilà, donc
dès qu'on n'est pas une situation politique en étant à 5 000, je ne les dis pas encore pour vous, hein, ça ce sont des choses qui reviennent très très souvent parce qu'il y a des échos négatifs. Voilà, les gens, je pense que pour ce qui concerne, je vais juste finir, je pense que c'est légitime d'avoir des divergences politiques. Mais à un moment donné, je pense que tout à l'heure on parlait des responsabilités politiques, il nous incombe à tous également, politiques comme autres également, de dire la vérité telle que l'est parfois quand on sait que le gouvernement et le chef de l'État ont consenti justement des efforts, que ce soit en matière on est quand même économique. aussi de rappeler, rappeler une certaine réalité également, notamment ce taux de chômage et ces Djiboutiens qui vivent encore sous le seuil de pauvreté. Personne ne le nie. C'est une des raisons pour laquelle je disais nous avons des efforts à faire et c'est ce qu'on est en train de faire. Très bien. Alors on va marquer une courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.